Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace et en particulier sur le produit scalaire. Aujourd'hui, on va continuer à parler du produit scalaire et on va voir une de ses applications les plus importantes. Et donc, on va répondre exactement là où on s'était arrêté et on va juste mentionner les propriétés algébriques que sont en général assumées comme vraies sans preuve. Il s'agit de propriétés très naturelles. Vous trouvez par exemple ici dans cette ligne-là une propriété très utile, mais en même temps très naturelle, donc qui en général n'est pas redémontrée. Et il s'agit en fait de la propriété distributive. Vous voyez, le produit scalaire, ce n'est pas le produit normal, mais cependant, il se comporte exactement comme le produit normal, c'est-à-dire que si vous avez à faire le produit donc entre un vecteur fois produit scalaire bien sûr, la somme des deux autres vecteurs, vous pouvez du coup distribuer le produit en faisant du coup U fois V, autrement dit U produit scalaire avec V, plus U produit scalaire avec W. Vous voyez, c'est la règle classique qui vous permet normalement d'affirmer par exemple que 2 fois x plus y, eh bien ça c'est égal à 2x plus 2y. Sauf que ça c'est vrai en général pour des valeurs numériques, alors que ici en fait on parle de vecteurs, donc voilà, il faut spécifier que cette règle-là s'applique également. Je tiens à vraiment m'arrêter sur celle-là parce que c'est vraiment celle-là qui va être la plus importante, ainsi que peut-être la deuxième, juste celle-ci, qui nous montre que du coup, si on effectue le produit scalaire entre deux vecteurs dont un est multiplié par une constante, vous voyez ici la constante lambda, et bien alors vous pouvez faire sortir du produit scalaire entre les deux vecteurs u et v la constante lambda. Autrement dit, vous pouvez toujours faire sortir la constante et la mettre devant le reste du produit scalaire. Voilà, je ne vais pas passer encore de temps sur les autres propriétés, sont en général de plus rare utilisation, mais en tout cas, vous pouvez toujours le trouver ici. Et donc, je passe directement à vous parler du coup des vecteurs qui sont normaux à un plan. Alors ça va être vraiment une notion cruciale de ce chapitre parce que elle va en fait nous permettre d'identifier un plan. Je m'explique. Vous savez que une droite dans l'espace ou en général, donc imaginez que voilà, on est dans l'espace. Je fais un petit repère. Vous prenez une droite, d'accord, qui habite cet espace, et bien vous savez que vous pouvez identifier cette droite grâce à un vecteur directeur. Donc ici j'ai tracé un vecteur U. Alors ce n'est pas le seul vecteur directeur de cette droite. Par exemple, je peux aussi affirmer que cet autre vecteur-là, il est également un vecteur directeur. D'accord? Je vais l'appeler le vecteur U2. C'est encore un vecteur directeur de cette droite. Et ce que d'ailleurs ces deux vecteurs-là ont en commun, c'est qu'ils sont tous les deux collinéaires entre eux. Et effectivement, cette droite, elle est identifiée par un de ces vecteurs-là. Eh bien, le concept qui va être la même chose, mais pour un plan dans l'espace, parce que bien sûr, maintenant, il faut aussi s'intéresser à ces objets-là, ce sera du coup, non pas le vecteur directeur, mais le vecteur normal à ce plan. Autrement dit, vous devez imaginer que vous considérez un vecteur tel que lui, en fait, il est orthogonal, perpendiculaire si vous préférez, à cette surface de ce plan-là. Donc imaginez que ça c'est votre plan P, eh bien vous allez identifier le plan en entier, du coup, avec cette information cachée dans le vecteur normal. D'accord? Alors ça c'est juste pour vous donner un peu l'idée de quel va être notre but. Maintenant revenons au cours et commençons du coup par regarder une première propriété de ce vecteur normal. Alors donc un vecteur n est dit normal à un plan. Alors du coup complétons-le, normal à un plan. S'il est non nul, bah, bien sûr s'il est nul, il n'est pas très intéressant. Et s'il est orthogonal à tous les vecteurs contenus dans P, donc dans le plan qui nous intéresse. Alors regardez du coup cette image, vous voyez, vous avez un plan, on considère des vecteurs qui sont bordeaux qui appartiennent à ce plan, on peut en mettre autant que l'on souhaite, d'accord? Vous avez plein de vecteurs qui habitent ce plan. Et ensuite, on considère du coup, on dit qu'un vecteur il est normal à ce plan si du coup il est orthogonal, et ça on peut très facilement le lire ici dans tous ces angles droits là, ici, ici et ici. Donc si
car ce vecteur-là, il est effectivement orthogonal à tous les vecteurs que je peux considérer sur mon plan. Donc ici, par exemple, si j'ai un autre vecteur normal, ici également, voilà, à chaque fois, je respecte donc cette propriété de orthogonalité, d'accord, avec un vecteur qui appartient au plan. Alors, réalisons un instant, à la lumière de ce que je viens de vous tracer, réalisons un instant cette définition parce qu'elle est vraiment très importante. Un vecteur est normal à un plan s'il est non nul, bien sûr, et orthogonal à tous les vecteurs contenus dans le plan. Donc, tous les vecteurs doivent lui être orthogonaux. Ça, c'est important, hein, tous. Ok. Cela dit, bah, on peut se demander quand est-ce que une droite est orthogonale à un plan. Et donc, nous avons cette belle propriété juste ici, alors qui nous dit qu'une droite est orthogonale à un plan si et seulement si, donc de façon équivalente à ce que un de ces vecteurs directeurs, oui, je viens de vous dire qu'une droite a plusieurs vecteurs directeurs, est un vecteur normal à ce plan, d'accord, est un vecteur normal du plan. Donc cette propriété-là sert à nous dire quand est-ce qu'une droite est orthogonale à un plan. Alors, cela correspond du coup à la situation où vous avez votre plan, d'accord, et vous considérez une droite, d'accord, donc imaginez une droite qui ne doit pas forcément le rencontrer, hein, mais ici, ça me convient particulièrement de la vous la tracer ainsi. Eh bien, on dira que cette droite, elle est orthogonale au plan. Je vous rappelle que cette notion n'existait pas auparavant. Eh bien, comment je peux dire que la droite, elle est orthogonale? Je vois clairement que ce concept-là exprime le fait qu'elle devrait former un angle de 90 degrés du coup entre la droite et le plan. Mais comment je peux l'exprimer? Eh bien, justement, à travers ce vecteur normal. Donc, si je peux trouver un des vecteurs directeurs de ma droite, du coup, vous savez, il y en a une infinité, d'accord, qui soit du coup collinaire avec un vecteur normal de mon plan. D'accord, disons que lui c'est le vecteur n, n comme normal bien entendu. Eh bien, si je trouve que du coup un vecteur directeur il est collinaire à un vecteur normal au plan, alors je peux dire que la droite elle est orthogonale au plan. Donc j'espère que c'est assez clair jusqu'ici, c'est quelque chose de plutôt logique. En fait, un vecteur normal, il a comme propriété d'être toujours construit, hein, comme le vecteur qui est orthogonal au plan. Et bah du coup, une droite, pour qu'elle aussi elle soit orthogonale au plan, elle doit être collinaire au vecteur normal. Voilà, il y a une logique dans ce que je viens de dire. J'espère que vous la voyez maintenant également. Ok. Très bien. Avançons encore un peu. Une autre propriété. Si un vecteur est orthogonal, donc je vais le souligner, si un vecteur est orthogonal à deux vecteurs non collinaires d'un plan, alors ce vecteur-là, il est normal à ce plan. Autrement dit, vous vous rappelez, dans la définition, on disait que, en effet, un vecteur normal à un plan, bah, il doit être orthogonal avec tous les vecteurs du plan. Eh bien, cette propriété-là nous aide beaucoup, d'accord? Parce que, à la place de devoir le vérifier pour tous les vecteurs du plan, il faut juste le vérifier avec deux vecteurs. Alors, je vous fais encore une fois remarquer l'avantage de cette propriété. L'avantage, c'est que avant, un vecteur, pour être normal à un plan, eh bien, il doit être orthogonal à tous ces vecteurs, tous les vecteurs du plan. Non, le plan, les seulement quand il est orthogonal à tous les vecteurs du plan. Maintenant, j'ai plus besoin de vérifier cela pour tous les vecteurs du plan. Vous comprenez bien que comme ils sont une infinité, bah, c'est un peu trop long à faire et donc ce n'est pas une vérification normale possible, quoi. Ici, vous voyez, j'ai juste besoin de le vérifier pour le nombre de seulement
deux vecteurs à condition qu'ils soient non collinaires. Alors, il y a une logique derrière cette propriété. Pourquoi c'est le cas? Eh bien, laissez-moi juste vous faire un petit dessin. Je vous rappelle que quand on a étudié les plans, on a commencé à apprendre que, en fait, si je veux obtenir un plan, l'équation d'un plan en particulier, je vous le rappelle, en fait, tout ce dont j'ai besoin, ce sont justement deux vecteurs non collinaires. C'est-à-dire que si on me donne deux vecteurs U et V non collinaires dans un plan P, alors avec ces deux vecteurs-là, moi je peux construire n'importe quel vecteur qui appartient à ce plan. Par exemple, imaginez ce vecteur-là, le vecteur bleu que je viens de tracer, bien, et je peux le construire celui-là avec le vecteur U et V simplement par des prolongements. Vous voyez, imaginez juste de les prolonger. Moi je veux construire ce vecteur-là, et bien regardez, il suffit de prolonger un tout petit peu le vecteur V et un tout petit peu le vecteur, excusez-moi, je dois la redresser un peu. Il suffit juste de les prolonger un tout petit peu. Et ici, vous vous retrouvez avec effectivement le vecteur bleu que je viens de construire. Vous voyez, je vous l'ai construit directement. D'accord? Alors, ça, cette propriété-là, la possibilité de construire n'importe quel vecteur à partir de deux vecteurs non collinaires dans un plan, eh bien, ça me permet d'affirmer que si je veux trouver un vecteur qui soit normal à mon plan P, eh bien, je ne dois pas vérifier que ce vecteur n, il est orthogonal avec tous les possibles vecteurs de mon plan P. Non, ça, ce n'est pas nécessaire. Il suffit juste que je prenne mon vecteur n, du coup, et que je le compare tout simplement avec deux vecteurs non collinaires qui appartiennent à ce plan. D'accord? Donc ce que je dois vérifier, c'est juste si ici j'ai bien l'orthogonalité et si j'ai la même chose juste là également. D'accord? Donc vous voyez très clairement que alors que ici j'avais une infinité de vérifications à faire, ici je dois juste faire deux vérifications. D'accord? Et clairement, ça c'est beaucoup mieux. J'espère que c'est assez clair que clairement, je suis beaucoup plus content de n'avoir qu'à faire deux vérifications plutôt que une infinité. D'accord? Donc, cela dit, cette propriété est celle qu'on va utiliser probablement le plus souvent dans les exemples, dans les exercices. Très bien. Ici, vous avez un exemple que je vous invite à lire par vos propres soins. Et donc ici, on commence du coup à mettre en place des méthodes qui notamment servent à démontrer une orthogonalité. Alors démontrer une orthogonalité, du coup, ça se fait grâce en particulier à cette propriété-là. Et regardez par exemple, ici on pourrait vous demander de démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan. D'accord? Je vais moi-même vous faire un exemple dans quelques instants, mais pour le moment, j'aimerais juste que vous preniez conscience de quel est le type de problème qu'on pourra vous demander de démontrer, d'accord, de résoudre. Donc ici, c'est par exemple de démontrer qu'une certaine droite, elle est orthogonale à un certain plan. D'accord? Ensuite, une autre propriété, soit n un vecteur normal à un plan, très bien, une situation classique, maintenant vous avez compris ce que c'est, alors tout vecteur non nul qui est collinaire à n est aussi un vecteur normal de P. Alors cette propriété-là, c'est une propriété que je qualifierais même de triviale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire juste que si vous avez un plan, on prend un vecteur qu'on sait être normal à ce plan. Par exemple, regardez, je fais une image, je pense, assez claire. D'accord? Vous avez ce vecteur-là qui est visiblement normal au plan. Et bien alors, tout vecteur qui soit collinaire avec mon premier vecteur, d'accord? Collinaire, donc ça veut dire qu'il peut être obtenu comme soit un prolongement, soit une réduction, si vous voulez, donc un raccourci du premier vecteur. Et bien, tous ces vecteurs-là, ils sont collinaires, et donc eux aussi, ils seront des vecteurs normaux, du coup, au même plan. D'accord? Simplement, si ça c'est le vecteur n, alors disons que ça c'est le vecteur obtenu en effectuant un prolongement comme lambda 1 multiplié fois n. Ici vous avez un autre type de prolongement lambda 2
fois n. Et ici encore un troisième, ça c'est pas un prolongement, mais du coup c'est toujours obtenu par un nombre fois le vecteur n, donc normal au plan. Et bien n'importe quel prolongement de mon vecteur initial, il reste normal au plan. Donc voilà, c'est une propriété vraiment, vraiment triviale, mais quand même importante qu'il faut quand même mentionner. Voilà. On va donc maintenant essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir sur un exemple. Alors, on considère un cube ABCDEFGH d'arête 1, dont on considère les points I et J qui sont les milieux respectifs des segments BC et EH, soit aussi K, le centre de la face CDHG. Alors, la situation est représentée ici en figure. Vous avez donc les points qui sont les milieux des arêtes, donc EH, donc vous avez ici le point J, et ici vous avez le point I qui est aussi le milieu du segment BC. Très bien. Alors, ce que nous nous proposons de faire, c'est de montrer que, du coup, la droite FK est orthogonale au plan, et si vous avez le plan AJI, ou si vous préférez, vous pouvez aussi prendre JGI, car en effet, vous voyez bien que disons, même dans le dessin, on peut deviner assez facilement que ce plan-là, il passe par les 4 points A, J, G et I. Alors, pour ce faire, on va déjà placer donc un repère pour nous aider avec les coordonnées. D'accord? Alors, je vais sélectionner le point A et je vais donc créer mon repère en appelant donc AB le vecteur qui correspond à la première coordonnée, donc la coordonnée horizontale. AD, ce sera la coordonnée Y, donc la deuxième coordonnée. Et enfin, AE sera pour moi le troisième vecteur, donc la coordonnée Z. Alors ici, je me suis marqué X, Y, Z parce que je veux être très clair dans mon repère. Je veux savoir toujours quelle est la première, la deuxième et la troisième coordonnée. Donc je vais dire que le repère choisi, c'est le repère A, qui a fixé donc ça comme l'origine. Et ensuite, il y a donc comme vecteur de norme 1 et tous dans une position de orthogonalité entre eux. Donc, j'ai les vecteurs AB, AD et AE dans cet ordre considéré. Et ça, c'est très important. Très bien. Maintenant, ça peut être intéressant de commencer du coup à étudier notre problème et donc à essayer de montrer que FK est orthogonal à notre plan AJI. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste vous faire remarquer que on peut déjà en fait déduire du coup que le plan AIJ il passe aussi par le point G. Alors ça c'est assez simple, il suffit juste de remarquer que alors déjà visiblement AI et AJ ce sont deux vecteurs, hein, donc si je les note, ce seraient les vecteurs AJ ici et AI. Ce sont visiblement deux vecteurs qui appartiennent à deux plans que je sais déjà, car on est dans un cube. Donc je sais déjà que AI il appartient à la face ABCD, je sais déjà que AJ il appartient à la face ADHE, donc je sais que forcément ces deux-là, c'est déjà des vecteurs qui ne sont pas collinaires parce qu'ils appartiennent à deux faces qui sont du coup sur deux plans différents. Déjà, on sait même que ces deux plans sont orthogonales, mais bon, pour le moment, on va l'ignorer. Et je peux remarquer assez clairement, assez facilement que en fait AI et JG, ce sont deux vecteurs qui sont égaux. En fait, c'est le même vecteur parce que vous pouvez très facilement voir qu'ils sont effectivement parallèles. D'accord, donc collinaire, et en particulier, si vous faites les calculs en coordonnées, vous pouvez très facilement remarquer que AI et JG, bah, en fait, c'est le même vecteur. D'accord. Et la même chose pour AJ et IG. Donc voilà, ça c'est juste une remarque que je voulais faire préliminaire. Ok, maintenant occupons-nous de résoudre notre problème. Comment je peux montrer que FK est orthogonal au plan AJI? Eh bien c'est très simple. Mon but, ça va être de effectuer le produit scalaire entre un vecteur directeur de FK, d'accord? Je vais
je ne l'ai pas encore déterminé, mais je vais faire le produit scalaire entre un vecteur directeur de fk et je vais effectuer ce produit scalaire contre AI et je vais effectuer un autre produit scalaire, donc avec le même vecteur directeur de fk, et cette fois-ci AJ. Et si je montre que les deux sont nuls, eh bien alors j'aurais démontré que effectivement la droite elle est bien orthogonale au plan. Alors pourquoi je peux affirmer cela? Parce que en fait les deux vecteurs AI et AJ que je viens de citer, en fait ce sont deux vecteurs qui sont non collinaires. Donc AI et AJ sont deux vecteurs de AIJ, le plan, non collinaire. Donc en fait, j'exploite la dernière propriété, celle très importante que j'ai mentionnée auparavant, celle qui me dit que en fait, je ne dois pas vérifier pour l'infinité des vecteurs qui font partie du plan AIJ, mais il suffit que je fasse la vérification d'orthogonalité, donc de produit scalaire nul, seulement sur deux vecteurs non collinaires de mon plan. Donc j'ai choisi AI et AJ parce que c'est très simple ici, et voilà, c'est tout. Très bien, donc pour pouvoir effectuer ces calculs, j'ai besoin des coordonnées, de connaître les coordonnées de quelqu'un des points qui sont présents. Alors du coup, j'ai besoin des coordonnées du point A, et ça c'est très simple, c'est 0, 0, 0, visiblement. J'ai besoin des coordonnées du point I, mais ça aussi c'est plutôt simple. En fait, si je veux les coordonnées du point I, il suffit de prendre une fois le vecteur AB, et il suffit de prendre ensuite une demi-fois, donc 0,5 fois, le vecteur AD, et 0 fois le vecteur AE, pardon. Et pour le vecteur J, ce sera du coup 0 fois le vecteur AB, une demi fois le vecteur AD et une fois en entier le vecteur AE. Ainsi. Voilà, ça me permettra de calculer en particulier AI et AJ. Très bien. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi besoin du coup pour mes calculs de FK. Et donc je dois trouver les coordonnées de F et les coordonnées de K. Alors les coordonnées de F, allons voir où est situé F. Alors F c'est très simple, je parcours une fois le vecteur AB, 0 fois le vecteur AD et une fois le vecteur AE. Donc ces coordonnées sont 1, 0, 1. Et pour K c'est un peu plus compliqué quand même. K en fait c'est le centre de la face CDHG. Alors pour l'atteindre, il faut que je fasse du coup une fois le vecteur AD, puis je peux monter de 1,5 le long de la direction AE, et je parcours aussi 1,5 le long de la direction AB. Alors ça, si vous ne le voyez pas, je vais juste vous tracer des petites Z. Vous voyez bien que ici je suis à 1,5 le long du vecteur AE, et vous voyez assez clairement, je pense également, que ici aussi je suis à la moitié donc du vecteur AB, d'accord. Donc ce point là, c'est les coordonnées du point K seront donc 0,5, 1, 0,5. Voilà. Donc maintenant que j'ai ces 5 points, je peux du coup calculer le troisième vecteur dont j'ai besoin, c'est le vecteur FK, et maintenant j'ai tout ce dont j'aurais pu rêver. Voilà, donc je peux passer aisément au calcul. Et du coup, je vais calculer d'abord AI, ensuite AJ et enfin FK, et effectuer du coup mes deux produits scalaires. Alors AI, eh bien c'est très simple, il suffit du coup de écrire les coordonnées de I, 1, 0,5, 0, et d'y soustraire les coordonnées de A. Mais ça va me faire tout simplement 1, 0,5, 0. Pour AJ, c'est exactement la même chose. Donc c'est ici du coup avec le point J bien sûr. Donc c'est 0, 0,5, 1 auquel je soustrais 0, 0 et 0. Et donc je trouve comme résultat 0, 0,5 et 1. Et enfin pour FK, alors là c'est un peu plus dur. Donc je prends d'abord les coordonnées de K, 0,5, 1, 0,5. Et j'y soustrais les coordonnées de F. Donc c'est 1,
0 et 1. Et je trouve donc comme résultat pour FK, du coup, 0,5 moins 1, ça fait moins 0,5. 1 moins 0, ça fait 1. Et 0,5 moins 1, ça fait moins 0,5. Super. Et maintenant, donc, il faut que je fasse les deux produits scalaires que j'ai mentionnés auparavant. Alors, le premier, c'est donc FK produit scalaire avec AI. Et donc, je vous le réécris avec les coordonnées, ce sera plus simple. Ça, c'est moins 0,5, 1, moins 0,5, produit scalaire avec. Et donc, j'ai 1, 0,5, 0. Alors, effectuons ce produit scalaire. Bah, c'est très simple, je trouve moins 0,5 fois 1, parce qu'en fait, j'effectue le produit entre cette coordonnée et cette coordonnée. Ensuite, je fais le produit entre 1 et 0,5 et je l'additionne, donc ça fait plus 1 fois 0,5 et vous voyez déjà que ça fait 0. Et enfin, j'ai la troisième coordonnée, donc c'est moins 0,5 fois 0 et ça fait visiblement 0. Donc je l'écris quand même, plus 0 fois moins 0,5 et vous trouvez directement 0. Donc le premier produit scalaire, c'est bon, on a trouvé 0. Maintenant, le deuxième, c'est FK, produit scalaire avec AJ. Alors, je vous réécris encore une fois les trois coordonnées. Donc, pour FK, c'est les mêmes, moins 0,5, 1, moins 0,5. Et par contre, AJ, ce n'est pas le même vecteur. AJ, on a dit, c'est 0, 0,5 et 1. Alors, j'effectue ce produit scalaire. Encore une fois, je marque les couleurs correspondant au produit que je dois effectuer. Et vous avez donc les produits suivants, c'est moins 0,5 fois 0, la coordonnée jaune, plus 1 fois 0,5, ça fait 0,5, plus moins 0,5 fois 1. Et ici, vous trouvez encore que ça fait 0, parce que là, le premier produit, ça fait 0, juste ici. Et ensuite, ici, vous avez 0,5, et là, c'est moins 0,5, donc vous trouvez 0. D'accord? Si vous regardez produit par produit, donc vous trouvez bien 0. Et alors, comme je vous avais proposé dans ma stratégie de résolution, bah, j'ai gagné. Voilà donc une application des propriétés que nous avons vues dans le cours d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.